Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes à suivre afin de pouvoir venir étudier au Canada. Comme d'habitude, vous pouvez déjà regarder la barre de description parce que je suis certain que j'y aurai laissé des liens qui vous seront très utiles. Bon, je ne sais pas encore en combien d'étapes est-ce que je vais diviser tout ça, mais sans plus tarder, quand une personne me dit en fait qu'elle veut venir étudier au Canada, la plupart du temps, ce par quoi je commence, c'est parler des finances. Parce que je ne vous apprends rien, mais venir étudier au Canada en tant qu'étranger coûte très cher puisque en général, nous les étrangers, nous payons environ 3 fois plus cher que les Canadiens et dans certaines villes comme par exemple Toronto ou Montréal avec certaines écoles, ça peut même encore être plus élevé que ça. Pour une année d'études au Canada, la plupart du temps, il faut prévoir un budget entre 20 000 $ et 40 000 $. Et la différence entre les 20 000 $ et les 40 000 $ dépend surtout des frais de scolarité de ton école. Parce que certes, le coût de vie n'est pas grandement différent dans la plupart des villes et la plupart des provinces, mais c'est réellement les frais de scolarité qui font toute la différence. Par exemple, au Québec, dans les universités, la plupart du temps, les frais de scolarité pour une année tournent aux alentours de 20 000 $. Et il y a même parfois des écoles comme l'Université de Toronto où une année de scolarité pour un étudiant étranger est aux alentours de 50 000 $. Donc, mais la plupart du temps, entre 20 000 et 40 000 seront suffisants pour une année scolaire. Donc déjà qu'on considère la partie finance, il faut alors vous demander si quelqu'un dans votre famille pourra vous supporter pour vos études ou alors si vous allez pouvoir prendre un prêt étudiant dépendamment du pays dans lequel vous êtes et les différents accès que vous avez. Sur ma chaîne, la plupart du temps, je ne parle pas spécifiquement du Québec, mais je parle du reste du Canada. Donc pour le reste du Canada, si jamais la personne qui va vous supporter durant vos études ne vit pas au Canada, il faut très souvent que vous envoyez en fait au minimum l'équivalent d'une année d'études et de vie au Canada. Supposons que tes frais de scolarité sont de 10 000 $ et qu'en plus ton école te dit que pour pouvoir vivre au Canada, il te faut envoyer 15 000 $ pour une année. Donc ça fait en fait que le montant de vie pour une année et d'études sera de 25 000 $. Quand tu vas demander ton visa avec un garant qui ne vit pas au Canada ou qui n'est pas canadien, les gens de l'ambassade voudront voir que ce montant-là au minimum est disponible quelque part. Et parfois vous pouvez avoir ce montant qui est de 25 000 $, mais vous recevez quand même un refus parce qu'on estime que vous n'avez pas suffisamment de réserves financières. Parce qu'ils ne font pas que regarder cet argent, mais ils regardent également les mouvements de compte de la personne qui vous parraine et les revenus de celle-ci afin de se rassurer que durant les années suivantes, elle aura suffisamment de revenus pour continuer à vous verser la même somme d'argent pour vos études. Pour ceux qui veulent étudier au Québec, les choses sont un peu différentes puisque là-bas, on demande en fait le CAQ, qui ne concerne que cette province-là puisque son nom l'indique CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Une fois que vous vous êtes assuré que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir étudier au Canada, maintenant, il faut passer à l'étape où vous choisissez le programme d'études que vous voulez ou encore la filière que vous voulez. Pour choisir sa filière ou son programme d'études, ça dépend des aspirations que vous avez dans votre vie. Donc si par exemple vous vous voyez en tant qu'infirmier médecin, mais également ça dépend aussi des notes que vous avez obtenues. Tu ne vas pas postuler dans une filière comme infirmerie alors que par exemple à ton diplôme d'études secondaires, tu as eu un 8 sur 20 en sciences ou que tu as eu un 5 en chimie. Ça ne va pas du tout fonctionner parce que, bien évidemment, on va regarder les notes que tu as obtenues dans les différentes matières qui concernent le cours que tu veux faire au Canada afin de savoir si on va t'admettre ou pas. Donc, il faut également vous baser sur les notes que vous avez obtenues afin de voir si vous avez de grandes chances d'être admis ou non. Et pour choisir le programme d'études également, il faut tenir compte des perspectives d'emploi dans votre pays dans ce domaine-là. Si vous venez d'un pays pauvre par exemple et que vous voulez venir au Canada pour étudier robotique, ça ne va pas du tout matcher, ça va coincer au niveau de l'ambassade parce que l'agent de l'immigration qui va étudier votre dossier, quand il va le regarder, il va se dire mais ce gars veut étudier robotique alors que dans son pays, il n'y a pas du tout d'infrastructure, donc il ne sera pas capable de trouver le travail après ses études parce qu'il faut toujours garder en tête que quand on immigre, peu importe où on va, ou même pour les pays qui veulent des immigrants comme le Canada, on dit toujours aux agents que nous allons rentrer dans nos pays à la fin de nos études. Même le Canada qui veut par exemple les immigrants, ils veulent vous rassurer que vous serez capable de rentrer dans votre pays à la fin de vos études parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer durant vos études. Par exemple, vous pouvez faire quelque chose qui ne convient pas au pays ou vous pouvez bafouer une loi et qu'on décide de vous rapatrier dans votre pays. Ils veulent se rassurer que vous allez pouvoir rentrer et que vous n'êtes pas désespéré du genre que quand on va vouloir vous expulser, vous allez vouloir rester dans le pays même en tant que sans-papier. Donc tenez carrément compte de ça, c'est-à-dire des perspectives d'emploi dans votre pays, dans le programme que vous avez choisi. Je peux encore vous donner un autre exemple, c'est-à-dire que vous n'allez pas venir étudier pétrole et mines au Canada alors que dans votre pays, il n'y a pas de pétrole et il n'y a pas de mine. Ça ne va pas du tout en fait. Et beaucoup reçoivent souvent des refus de demande de visa justement liés à l'incohérence de leur parcours académique. Donc maintenant vous avez choisi votre programme d'études.
et il faut maintenant faire le choix de l'école dans laquelle vous allez étudier. La plupart du temps, quand les personnes me demandent de leur trouver une bonne école, ce que je leur demande en premier, c'est quel est leur budget, parce que j'estime que en général, toutes les écoles canadiennes sont bonnes et les écoles dans lesquelles les étrangers sont habilités à étudier sont la plupart du temps des écoles publiques et l'enseignement public au Canada est très bon en fait, c'est-à-dire ça n'a rien à envier à l'enseignement privé dans d'autres pays. Donc maintenant, en fonction des fonds que vous avez, vous pouvez choisir une école plus ou moins réputée ou une école pas mal réputée. C'est-à-dire que si vous choisissez une école qui est très bien cotée, ça ne veut pas forcément dire que l'enseignement que vous allez recevoir là-bas sera meilleur que l'enseignement que celui qui est parti dans une école moins réputée va recevoir. La grande différence sera que dans votre école grandement réputée, vous allez juste avoir accès plus facilement aux employeurs. Parce que dans ce genre d'école-là, ce qui se passe, c'est que les employeurs envoient leurs offres de stage à l'école, c'est-à-dire si vous voulez par exemple postuler à un stage, vous pouvez le postuler en interne à l'école, vous n'avez pas besoin de partir sur des sites extérieurs parce que justement ces grands employeurs-là viennent courtiser les différents talents de cette école. Ça c'est la différence majeure. Mais sinon, si vous avez étudié dans une école moins renommée et que vous êtes talentueux, ça ne vous empêchera pas d'avoir accès à ces grosses entreprises si jamais vous le souhaitez ou même au poste que vous voulez. Tout c'est juste le réseautage, c'est-à-dire qui vous connaissez. Parce que même ici, ça importe qui vous connaissez pour par exemple trouver un emploi ou trouver un stage. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que ça n'existe que dans les pays sous-développés parce qu'on connaît la corruption et tout le reste. Mais même ici, ça existe, c'est-à-dire le réseautage. Donc pour revenir à nos moutons, au moment où il faut choisir votre école, il faut d'abord vous rassurer que cette école est un établissement d'enseignement désigné. Généralement, les établissements d'enseignement désignés ont un numéro d'enseignement désigné qui commence par un 0 et je pense que je vais vous mettre des screenshots de ce à quoi ça ressemble sur la vidéo. Mais également, comme je vous ai dit au début, il y a des liens dans la barre de description. Je vais vous donner des liens qui vous permettent de trouver ça. Donc il faut se rassurer que son école est un établissement d'enseignement désigné. Les établissements d'enseignement désignés sont les seuls qui sont habilités à recevoir des étudiants étrangers. Et maintenant, si l'école que vous voulez est un établissement d'enseignement désigné, maintenant il faut se rassurer que cette école vous permettra d'obtenir un permis de travail post-diplôme à la fin de vos études, qu'on abrège généralement comme PTPD. Au niveau du screenshot que vous voyez très certainement actuellement, vous allez voir que dans la section PTPD, c'est généralement soit on met non, c'est-à-dire que l'établissement ne vous permettra pas d'obtenir un permis de travail post-diplôme, ou on met oui, ou dans certains cas vous allez voir qu'on met oui, mais entre parenthèses on met détail. C'est-à-dire quand on met détail, ça veut dire que tous les programmes de cette école-là ne permettent pas d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Et quand vous cliquez sur détail, on va vous montrer les filières spécifiques que vous devez faire dans cette école-là et qui vous permettront d'obtenir un permis de travail post-diplôme à la fin de vos études. Donc, si vous comptez travailler au Canada après vos études, c'est également à considérer. Donc, l'établissement dans lequel vous inscrivez est un établissement d'enseignement désigné, c'est-à-dire pour ne pas jeter l'argent entre les fenêtres, parce que si ce n'est pas un établissement d'enseignement désigné, forcément vous allez recevoir un refus de visa, parce que l'école n'est pas habilitée à recevoir les étrangers. Et de deux, que l'école vous permet d'obtenir un permis de travail post-diplôme si jamais vous souhaitez travailler au Canada après vos études. Et autre chose à savoir, c'est qu'au moment où vous choisissez l'école et vous choisissez votre programme, pour pouvoir venir au Canada en tant qu'étudiant, il faut que le programme que vous ayez choisi soit d'une longueur de 6 mois au minimum. Parce que si c'est moins de 6 mois, vous ne pouvez pas obtenir un permis d'études. Parce que la condition pour obtenir un permis d'études, l'une des conditions premières, c'est que le programme d'études que vous venez faire au Canada est de 6 mois ou plus. Et bien évidemment, il ne doit pas s'agir des cours d'anglais ou des cours de français parce que ça ne qualifie pas. Et même quand vous avez choisi l'école, maintenant quand vous avez choisi l'école, vous pouvez partir sur le site de l'école ou sur les différentes sections de l'école pour voir la filière que vous voulez. Et maintenant, vous vous rassurez que vous remplissez les prérequis minimums pour cette filière-là. Parce qu'il y a par exemple des écoles où même si vous avez étudié en français par le passé, ils vont quand même vous demander un test de français pour pouvoir évaluer votre niveau. Ça, c'est beaucoup plus courant dans les écoles anglophones où la plupart du temps, même si vous avez étudié en anglais par le passé, on vous demande quand même de passer le ITS pour pouvoir voir quel est votre niveau en anglais. Mais si vous ne le voyez pas sur le site de l'école ou sur la filière que vous avez choisi, ça veut dire que très probablement l'école ne le demande pas. Ou même si vous avez des doutes, vous pouvez envoyer un email à l'école pour demander ce qu'il en est réellement et ils vont vous répondre. Donc n'hésitez pas à leur envoyer des emails si vous avez des doutes sur quelque chose. Et remplir tous les prérequis minimums qu'on demande pour un programme ne garantit pas que vous serez admis. Parce que rappelez-vous toujours que les places sont limitées. Les places sont limitées et dans le processus d'admission, on va généralement privilégier les Canadiens, les résidents permanents et ensuite nous les étrangers, même quand on paye plus cher. Il faut également savoir que les places pour nous sont assez limitées. Donc pour les demandes d'admission, il faut vous y prendre le plus tôt possible. Donc maintenant que vous avez été admis,
il faut maintenant confirmer votre place parce que quand vous êtes admis, on va juste vous donner une lettre disant que vous avez été admis à l'école et dans cette lettre-là, généralement, on va vous demander des frais afin de pouvoir confirmer votre place. Parce que même comme l'école n'a pas commencé, il faut quand même payer quelque chose pour pouvoir confirmer votre sérieux et parfois ces frais-là ne sont même pas remboursables. Donc il va falloir payer pour ça pour justement avoir la lettre d'admission définitive et si vous vivez hors du Québec, que vous n'avez pas besoin du CAQ et que votre garant n'est pas canadien ou résident permanent, dans ce cas-là, il va falloir commencer à réfléchir à comment vous allez envoyer des fonds au Canada. Je sais que certaines écoles, si vous voulez par exemple envoyer des fonds pour les frais de subsistance et les frais de scolarité de la première année, certaines écoles acceptent de recevoir ces fonds-là pour vous. Donc c'est-à-dire que vous leur envoyez l'argent et puis vous font un document disant qu'ils ont reçu l'argent et vous allez présenter ce document-là à l'immigration lors du processus de votre demande de visa. Donc une fois que vous avez tout ça, c'est maintenant le moment de faire votre demande de visa où vous allez remplir tous les formulaires dont vous avez besoin, vous allez préparer les documents financiers de votre garant ou de vos différents garants. Et généralement, le garant doit être quelqu'un qui est assez proche de vous, donc c'est-à-dire père, mère, frère et soeur, ou peut-être mari de votre tante. Donc généralement, ça doit être un parent proche, ou si c'est un tuteur, ça doit pouvoir être prouvé aux yeux de la loi, c'est-à-dire un document officiel qui prouve que la personne a par exemple été votre tuteur par le passé, juste pour montrer la connexion, quoi. Et bien évidemment, prendre également en compte le temps de traitement des demandes de visa, parce qu'avec la Covid, les choses ont été assez retardées. Par le passé, avant la Covid, pour traiter une demande de visa étudiant complète, ça prenait environ 1 mois et demi, mais actuellement avec la Covid, ça prend 2 mois et demi, donc ça, il faut prendre ça en compte. Et ce que je conseille souvent également, c'est que même quand vous voulez demander le visa, demandez toujours suffisamment tôt pour que si vous avez un refus, que vous puissiez faire une autre demande en fait. C'est-à-dire vous pouvez même commencer à demander 6 mois avant votre rentrée ou même un peu plus comme ça. Si vous avez un refus de visa, vous avez suffisamment le temps pour pouvoir ajuster le tout et faire une deuxième demande de visa. Même si vous avez un refus, 2 refus, 3 refus, si vous sentez que vous pouvez arranger les choses, faites-le et redemandez. C'est pas parce que vous avez par exemple un refus ou 2 refus par le passé que le Canada ne va pas vous donner le visa pour venir étudier ou autre chose. Du moment que vous remplissez toutes les conditions qu'ils veulent, ils vont vous donner le visa, même si vous avez déjà obtenu 15 refus par le passé. Donc, ne vous découragez pas. Et ce que vous pouvez également faire, si vous avez obtenu un refus et que vous ne comprenez pas comment faire pour arranger les choses, vous pouvez essayer de contacter un représentant autorisé, c'est-à-dire un consultant en immigration ou un avocat en immigration, juste pour lui poser quelques questions. Probablement que vous allez avoir besoin de lui verser une certaine somme d'argent pour qu'il vous aide dans ça. Mais ce que vous allez lui verser, c'est toujours moindre que si vous lui avez donné tout votre dossier pour qu'il fasse tout pour vous. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais sinon, je trouve que le processus pour immigrer au Canada est assez clair. C'est-à-dire que vous partez sur le site et vous suivez tout simplement toutes les étapes qu'on vous demande. Moi, je l'ai fait, donc j'estime que vous pouvez également le faire. Et quand je l'ai fait, en fait, il n'y avait personne pour me conseiller. Il n'y avait personne pour me dire que fais telle ou telle chose. Parfois, c'est moi qui prenais les initiatives, ou pour certaines choses, c'est mon père qui prenait directement les initiatives et qui décidait de le faire. C'est pas sorcier parce que moi, je suis le premier de ma famille à être venu au Canada en tant qu'étudiant. C'est-à-dire d'autres avaient déjà immigré dans d'autres pays, mais j'étais le premier à venir au Canada dans ce cas-là. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que prenez le temps de lire les différentes informations qui sont disponibles sur le site de l'immigration. Soyez patient, ne vous découragez pas et soyez consistant dans les recherches que vous faites. Et vous verrez que vous pourrez y arriver par vous-même. Quand j'estime que je n'ai rien fait de sorcier, si j'ai pu le faire, ça veut dire que vous également, vous pouvez le faire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager à ceux que vous pensez que ça pourrait potentiellement aider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.